Bienvenue pour cette nouvelle séquence consacrée au programme de la classe de première à propos de la Révolution et de l'Empire. Ce que je vous propose ici, c'est une présentation de l'exécution du roi du 21 janvier 1793. Exécution du roi, je préfère le mot exécution, je l'ai dit déjà dans une séquence précédente, plutôt que mort du roi, pour bien rappeler qu'il y a bien eu un acte judiciaire et qu'il y a bien là une volonté délibérée de tuer le roi. Et cette exécution du roi, elle est présentée dans la page 31 du manuel. Alors, il me semble que pour présenter cette exécution du roi, il y a sans doute quatre aspects sur lesquels il faut insister. Le premier aspect que j'avais évoqué dans la séquence consacrée à la chronologie, c'est l'importance de l'aspect spectaculaire de cette exécution. L'exécution a été donc réalisée le 21 janvier 1793 le matin, après une séquence absolument inouïe d'un grand débat national qui a commencé à partir véritablement de novembre 1792, après un procès qui a commencé au début décembre 1793 et qui, le jour du 21 janvier 1793, mobilise plus de 100 000 hommes. Enfin, quand on pense que Paris est habité par 600 à 700 000 personnes, c'est donc une masse énorme de soldats, de gardes nationaux qui tient véritablement tout Paris pour que le roi se rende de la prison du Temple à la place de la Révolution, la Concorde d'aujourd'hui, où il est exécuté. Donc, on a créé là une mise en scène absolument considérable pour l'exécution du roi, pour lui donner une importance politique vraiment énorme. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que cette mise en scène correspond à un gigantesque débat. Et il me semble que c'est vraiment ce deuxième point sur lequel il faut insister encore davantage. Au-delà de la personnalité du roi, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais au-delà de la personnalité du roi, le roi qui avait été donc emprisonné avec l'ensemble de sa famille dès août 1793, attend donc plusieurs mois avant de passer devant un tribunal. Et ce tribunal, c'est la Convention elle-même qui s'est instituée en tribunal extraordinaire et qui va envoyer le roi à la mort au terme de plusieurs votes et au terme de votes qui dégagent, on peut le dire comme ça, une faible majorité. Il n'y a pas qu'une seule voix qui a envoyé le roi à la mort, loin de là, mais c'est à peu près 47 voix qui font basculer le vote pour la mort, c'est-à-dire que c'est un député sur deux qui vote pour et près un peu moins d'un député sur deux qui vote contre la mort. Donc, un débat qui est extrêmement tendu, un débat qui est très compliqué et qui n'oppose pas seulement les Girondins aux montagnards, même si, pour faire bref, tous les montagnards ont voté la mort du roi, mais une partie des Girondins, beaucoup de députés dits de la plaine, ont voté aussi la mort du roi. Et ils l'ont voté parce qu'ils ont estimé qu'il était souhaitable politiquement de casser véritablement le rapport à la monarchie pour répondre aux menaces qui pesaient aux frontières, parce que la guerre est toujours là, et la guerre, tout le monde le sait, va redoubler à partir de la mort du roi, mais aussi parce que ces députés sont véritablement poussés par le mouvement sans culotte à Paris et dans l'ensemble du pays, qui est, je dirais, l'aiguillon même de ce procès. Une grande partie du mouvement sans culotte, des mouvements populaires, n'aurait pas compris
que le roi ne soit pas exécuté. Dit autrement, et pour le dire simplement, avant de juger le roi, avant de comprendre le rôle du roi dans la vie politique, le roi en 1793 a été un enjeu politique considérable et meurt de cet enjeu. C'est dans la rivalité entre les députés d'un côté et les sans-culottes de l'autre que le sort du roi a été tranché, et c'est bien dans cette nécessité d'une radicalité révolutionnaire que la décision a été prise à la Convention. Ce qui permet de comprendre que cette mort du roi ne sera pas revendiquée au XIXe siècle par les républicains après 1880, qui auraient bien voulu d'une république sans révolution. Et je crois qu'il faut bien là voir les conséquences à long terme et l'embarras encore aujourd'hui à traiter de l'exécution du roi. Il faut tout simplement la restituer, la comprendre dans ses luttes politiques. Si on la comprend dans les luttes politiques, il faut aussi la comprendre par l'échec que le roi subit dans sa gestion de sa politique. Et rappeler que si le roi est exécuté comme contre-révolutionnaire, le roi a été d'abord jusqu'en 1789 un roi réformateur. Il avait engagé des réformes qui, pour une partie d'entre elles, de ces réformes, annonçaient les réformes que la Révolution a mis en place à partir de 1789-1790, y compris les réformes fiscales, y compris ce découpage en départements. Le mot ne voulait pas dire ce que la signification que nous lui accordons aujourd'hui, mais le mot avait déjà été inventé auparavant. Donc on a bien affaire à un roi réformateur qui accepte la prise de la Bastille, qui accepte de participer à la monarchie parlementaire jusqu'en 1791, mais qui va en quelque sorte être victime du double jeu dans lequel il s'enferme et qui est en quelque sorte là victime de l'ambiguïté de sa position et de sa méconnaissance des rapports de force. Il a pensé que la révolution pouvait en quelque sorte se résumer à l'action de groupes militants un peu minoritaires. Il n'a pas du tout compris que la révolution avait été portée par des groupes très différents, mais des groupes qui s'étaient mobilisés dans l'ensemble du pays et qui attendaient des gouvernements successifs de véritables changements. Et en définitive, son exécution rappelle là son incapacité à comprendre qu'il ne suffisait pas de vouloir faire peur, qu'il ne suffisait pas de recourir à la force, parce que, en définitive, l'élan national qui était né ne pouvait pas se résoudre à cet écrasement-là. Et le roi est victime aussi, et je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'autrement on ne comprendrait pas cet abandon du roi tout seul, isolé. Le roi a été abandonné par ses frères, à commencer par le comte d'Artois, qui quitte la France au lendemain de la Bastille et qui s'engage dans une voie contre-révolutionnaire très forte, mais aussi par son frère, le comte de Provence, qui quitte la France en 1791 et qui se rallie à la contre-révolution. C'est-à-dire que Louis XVI a été en quelque sorte abandonné, peut-être par sa propre faute, mais abandonné par tous ses soutiens, et que c'est véritablement dans ce vide dans lequel il s'est engagé que son sort a été décidé, et l'exécution de janvier 1793 marque là cette trajectoire tragique d'un individu qui n'a pas su comprendre ce qui l'entourait et conduire une politique véritablement adaptée aux contraintes qu'il affrontait. Dernière et ultime chose,
c'est la mort du roi, si je le dis d'une façon un peu brutale, arrange véritablement la contre-révolution. Le roi meurt dignement et va devenir un héros de la contre-révolution et de la monarchie. Quand la Restauration va revenir en 1814, on oubliera en définitive les volontés réformatrices du roi pour ne garder que sa mort en martyr. Et c'est sur ces bases mémorielles que nous vivons encore.